Bonjour Xavier, bienvenue aujourd'hui pour ce webinaire trimestriel sur l'actualité des marchés financiers que tu as souhaité intituler La fin de la hausse, point d'interrogation. Écoute, bienvenue à tous les auditeurs de ce webinaire régulier. Bonjour Yves et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour effectivement faire le point d'actualité sur ce dernier trimestre qui s'est déroulé plutôt dans des conditions favorables. On le verra. Donc je le rappelle, Xavier est directeur des investissements chez OTA Capital. OTA Capital, c'est la société de gestion du groupe Irbis qui va être en charge de la gestion de tous les investissements en gestion pilotée et de certains des supports d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisés au sein de cette gestion pilotée. Eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Petit point sur les performances 2024 des différents marchés. Est-ce que tu peux nous commenter ce slide Bien sûr. Eh bien, 2024 part pour être une très bonne année boursière encore sur les actifs risqués, aussi bien obligataires que sur les marchés actions, puisqu'on a à travers le monde des performances qui sont positives, évidemment tirées par la dynamique américaine qui affiche des performances quasiment de 20% depuis le début de l'année sur le S&P 500 comme sur le Nasdaq. Alors ça, c'est grâce à la très bonne dynamique de croissance que l'on a aux États-Unis. Un MSCI World aussi aux alentours de 17%, donc aidé bien sûr par la partie américaine, puisqu'elle représente 70% de l'exposition du MSCI World. La partie émergent, qui était un petit peu à la traîne c'est en ce début d'année, et puis qui a connu un rattrapage très fort, notamment grâce au marché chinois qui a littéralement explosé au mois de septembre, mais on y reviendra et on vous expliquera, on essaiera de vous expliquer pour les raisons de cette très forte hausse du marché chinois. Et enfin, en Europe aussi, 9% de croissance sur le MSCI Europe et par contre le CAC 40 un petit peu à la traîne. Alors, c'est une année particulière pour le CAC. D'habitude, c'est plutôt le CAC qui drive les performances du marché européen. Mais c'est vrai que le CAC souffre évidemment de la situation politique et budgétaire en France et également souffre de son exposition à la Chine, entre guillemets, avec les poids lourds du luxe qui sont des poids importants du CAC 40. Donc les marchés obligataires, ça se porte assez bien aussi. Là, c'est pareil, on est vraiment dans un sweet spot, comme on pourrait dire en anglais, puisqu'on a d'un côté des rendements élevés et attractifs, et on est dans une dynamique de baisse des taux de la part des banques centrales qui jouent favorablement sur le prix des obligations. Donc on a des marchés obligataires aussi bien en Europe qu'aux États-Unis qui sont sur une dynamique positive depuis le début de l'année, entre 3 et 4,5%. Parfait. Revenons un petit peu sur les faits marquants du trimestre. Alors, il y a trois choses qui nous semblent importantes à partager. C'est évidemment la victoire sur l'inflation. Tout au long de nos derniers webinaires, on avait mis en avant la problématique de l'inflation qui a évidemment post-Covid impacté l'économie mondiale, qui a impacté également les politiques monétaires des banques centrales. Et on le voit sur ces deux graphiques ici. C'est après à des points quasiment entre 9 et 10% au cours de l'année 2022 aux États-Unis comme en Europe. On a finalement l'action des banques centrales qui s'est mise en place, c'est-à-dire cette remontée très forte des taux qui a permis finalement à l'inflation. De casser la dynamique. Exactement, ce qui était très important. Je vous rappelle que les banques centrales ont deux mandats, la lutte contre l'inflation et la lutte contre le chômage. Et donc là, le combat contre l'inflation est gagné par les banques centrales et leurs interventions ont joué leur rôle. Et ce qui est vraiment important à souligner, c'est que sur les données, les dernières données d'inflation que nous avons, aux États-Unis comme en Europe, on est sous les niveaux cibles des banques centrales. Je vous le rappelle, c'est 3% le taux cible d'inflation aux États-Unis et 2% en zone euro. Et en zone euro, on a atteint 1,8% au mois de septembre et 2,5% au mois d'août. Une bonne nouvelle pour le... C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle à plusieurs niveaux. Évidemment pour le consommateur, puisqu'il retrouve du pouvoir d'achat avec ces prix qui continuent de baisser. Et c'est surtout, c'est que ça a un impact très important sur l'action des banques centrales. On a parlé très souvent du pivot des banques centrales et tout le monde attendait que la Fed se décide à baisser ses taux. Et c'est ce qu'on voit à l'écran. Ça a enfin commencé.
Voilà, le 20 septembre, la Fed a enfin baissé ses taux dans un environnement encore tout à fait attractif en termes de croissance économique aux États-Unis, hein, qui résiste, qui reste vraiment très solide. Et la Fed a voulu pointer le fait de dire ça y est, on a gagné le combat contre l'inflation. L'inflation est revenue sous nos taux cibles. Donc maintenant, notre objectif et nos points d'intention ne sera plus l'inflation, mais le marché de l'emploi. Et donc ça, c'est un signe très fort parce qu'on a enfin un cycle généralisé de baisse des taux, d'assouplissement monétaire à travers le monde. Et ça, c'est un soutien pour nous très important pour l'économie mondiale, le commerce mondial et les actifs risqués. Alors, la Chine aussi, important hein, dans cet échiquier un peu géopolitique qui était en grande souffrance. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé sur ce trimestre. Alors peut-être avant ce trimestre, on va regarder, et c'est ce qui illustre le slide que l'on a ici, c'est la dynamique finalement de croissance de la Chine depuis plusieurs trimestres, qui est vraiment à la peine par rapport à la dynamique moyenne qu'elle avait ces dernières années. Et c'est vrai que finalement la Chine, on le voit, ne s'est pas relevée, ne s'est pas relancé après le Covid et stagne avec une croissance plus ou moins 5%. Si on regarde dans le slide suivant, ça illustre la nécessité pour le bureau politique chinois d'intervenir. Pourquoi ? Parce qu'on voit une confiance des ménages chinois qui est au plus bas depuis 25 ans. Et depuis la sortie du Covid, on est vraiment dans un scénario de morale dans les chaussettes. Complètement, et on le voit, c'est très bien illustré. Et pourquoi est-ce qu'on a un moral aussi bas dans la confiance des ménages ? C'est parce que la Chine traverse une crise immobilière sans précédent. Et l'immobilier dans le patrimoine des Chinois, c'est plus de 60%. Donc quand vous avez des prix de l'immobilier qui sont effondrés, puisqu'on le voit bien sur le graphe également, qu'on a retrouvé des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 10 ans. On a des consommateurs déprimés. Et voilà, parce que vous avez 60% de votre épargne qui dépend de l'immobilier et sur lequel on n'a aucune visibilité dans un secteur qui a été très clairement surproductif, où on a produit et construit des immeubles qui ne se sont pas vendus. Donc face à ce constat-là, la Chine a clairement décidé de se relancer et a annoncé fin septembre un plan de relance très massif qui touche aussi bien le secteur financier que l'immobilier, que les consommateurs et les ménages, et les institutionnels financiers. Alors, pour citer quelques mesures qui ont été prises, mais qui sont encore une fois vraiment, vraiment importantes pour pouvoir relancer la confiance des ménages et des investissements. Il y a déjà eu une baisse des taux de la banque centrale chinoise. Il y a également eu une baisse des réserves obligatoires des établissements financiers. Donc ça, c'est l'idée de ça, c'est pouvoir relancer encore plus le crédit. Ensuite, du côté de la lutte contre la crise immobilière, il y a eu la baisse des taux hypothécaires. Donc ça concerne à peu près 50 millions de foyers chinois. Qui sont plutôt à taux variable et qui profitent plutôt à taux variable, effectivement. Et puis, le deuxième élément d'intervention sur le secteur immobilier, c'est que pour l'achat d'une résidence secondaire, on a un taux d'apport qui est passé de 25% à 15%. Donc là aussi, c'est vraiment pour essayer de redynamiser le marché immobilier et pour essayer de le sortir de son marasme. Également, il y a eu ce qu'on appelle un swap. En gros, la Banque centrale chinoise autorise des institutionnels comme des assureurs, des gérants de fonds et des brokers à pouvoir finalement emprunter de l'argent auprès de la Banque centrale chinoise afin de pouvoir acheter des actions chinoises. Donc ça, c'est aussi pour soutenir le marché local. Et enfin, dernier point, c'est du côté des ménages. Il a été décidé de fournir une aide d'environ 100 € pour tous les couples avec 2 enfants ou plus, là aussi, afin de pouvoir redonner un petit peu de pouvoir d'achat et de dynamique de consommation du marché chinois. Donc, on a vraiment là... Donc, ciel bleu côté inflation, ciel bleu côté taux d'intérêt aux USA et en Europe, et encore quelques nuages sur la Chine.
Oui, même si, on l'a vu, la réaction du marché a été extrêmement forte à la suite de ces annonces, puisque le marché chinois a repris 40% depuis les points bas de mi-septembre Ouais, ça à a surpris aujourd'hui. tout le monde. Ouais. Oui, alors il y a aussi des éléments techniques, c'est que les gens étaient très très peu investis sur le marché chinois. On l'a vu à cause de tous ces éléments macroéconomiques. Franchement, quand on les voit, on se dit que c'est vraiment pas l'endroit où il faut aller investir. Et puis on avait des niveaux de valorisation qui étaient vraiment vraiment déprimés. Et donc ça, c'est des éléments très favorables pour qu'on ait forcément une reprise très forte des cours des actifs en Chine. Eh ben, parfait pour cette actualité trimestrielle. Ça se traduit par des performances qui, là aussi, sont plutôt dans le vert, avec Oui, une alors petite exception sur le marché technologique américain. voilà, alors une fois n'est pas coutume, hein, puisque on l'a vu sur les performances depuis le début de l'année où malgré tout le Nasdaq est quasiment en hausse de 20%. Mais c'est vrai qu'il y a eu là aussi certains éléments qui expliquent la mauvaise performance entre guillemets du secteur technologique américain. C'est on a eu des publications de résultats qui ont été un petit peu décevantes. Il faut dire qu'il y avait des attentes qui étaient extrêmement élevées. Donc il y a certains groupes américains qui ont un petit peu déçu, donc ça a pesé sur la performance. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu une rotation sectorielle, c'est-à-dire que les investisseurs, pour des questions de valorisation, etc., ont été privilégiés aussi des secteurs qui avaient plutôt moins bien marché et qui sont sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt attractifs. Donc voilà, c'est vraiment des éléments un peu ponctuels, même si la dynamique américaine, encore une fois, reste tout à fait bonne. Et puis on le voit après, je pense que tout est en le vert sur la partie action, et ça c'est grâce justement à ce cycle simultané de baisse des taux qui est un vrai soutien pour les actifs risqués Ouais, qui qu'on se voient voit dans les avec marchés des actions. très belles performances obligataires sur le trimestre. Et de la même façon, ces baisses de taux ont également aidé les marchés obligataires. Et là aussi, sur la partie obligataire, on a des rendements élevés, un risque limité, et on profite de la baisse des taux qui joue favorablement sur le cours des obligations. Alors, les plus et les moins du trimestre, hein, c'est assez logique. Les actions, les obligations, la Chine, ça on l'a vu. L'or aussi. L'or qui affiche une performance depuis le début de l'année de plus de 25%. Dans un contexte où tout va mieux, c'est quand même un petit peu particulier. Oui, alors tout va mieux. Il faut voir que l'or, c'est vraiment l'actif refuge. Donc on le voit que la géopolitique, notamment au Moyen-Orient, est quand même très, très compliquée. Et donc finalement, les investisseurs vont sur l'or. Il y a aussi les banques centrales indiennes et chinoises qui achètent également beaucoup d'or. Donc tout ça, c'est un soutien pour l'or. On reste d'ailleurs positif sur cet actif-là. Et les flops, la tech américaine, on l'a vu. Le pétrole. Oui, alors le pétrole qui fait face de grosses baisses. Alors bien sûr, les éléments géopolitiques jouent favorablement à court terme, hein. On a vu les cours du pétrole remonter, mais finalement le pétrole sur le trimestre a baissé de plus de 15%. Et ça s'explique notamment, alors pour des problèmes de demande. On a vu que la croissance chinoise qui consomme 60% du pétrole, finalement on a une croissance un peu limitée, donc il y a une demande qui diminue. On a une croissance un peu limitée également en Europe. Aux États-Unis, la question ne se pose pas puisqu'ils sont autosuffisants avec la production de pétrole qu'ils ont. Et donc, on a un problème de demande et surtout, on a un vrai problème d'offre avec une surcapacité de production. Et ça, c'est notamment à cause de l'OPEP, où l'OPEP impose des quotas, mais finalement, aucun des membres de l'OPEP ne les respecte. Et donc, on a une surproduction qui est là parce que finalement... Chacun joue sa carte. Voilà, et puis ces pays ont besoin de cet argent, donc même si ça doit faire baisser le prix du pétrole, ils veulent, et en tout cas ils se doivent de vendre du pétrole à tout prix, donc voilà, ça impacte le pétrole, et pour ces problèmes de surcapacité, ça devrait continuer à peser négativement sur les cours du pétrole. Parfait, merci pour ce petit point. Et le Japon, pardon. Excusez-moi, c'est que le Japon, on a une forte hausse du yen, donc de la monnaie nationale japonaise, qui joue sur les performances des actions japonaises. Parfait, écoute, merci Xavier pour ce petit point trimestriel qui est plutôt positif, mais on va surtout maintenant s'intéresser un petit peu à la suite des événements.
et le contexte reste-t-il favorable aux actifs risqués, puisque le titre de notre webinaire, c'était fin de la hausse, point d'interrogation. Peut-être que tu peux nous détailler ce petit cercle vertueux. En tout cas, on laisse faire. Je peux déjà y répondre. Pour nous, ce n'est pas la fin de la hausse. Et ça, c'est un graphe qu'on a utilisé tout au long de cette année, tout au long des webinars, pour lequel on pensait qu'on était dans une année dans un cercle vertueux, avec une croissance résiliente. Ça a été le cas avec la croissance américaine qui l'a démontré trimestre après trimestre. Un marché du travail qui est solide, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, où on reste sur des niveaux extrêmement bas, même s'il augmente depuis un an aux États-Unis, mais ça reste sur des niveaux qui sont parmi les plus bas historiques, et c'est vrai également en Europe. De la désinflation, on en a parlé, et tout ça amène l'assouplissement monétaire, donc ce cercle vertueux, finalement, on avait anticipé toutes ces étapes-là, et on y est, et ça va continuer de soutenir les actifs risqués selon nous. Alors, passons classe d'actifs par classe d'actifs. On a les actions, les taux, le crédit, les matières premières. Tu peux peut-être nous commenter un petit peu tes signes mathématiques. Alors, vous l'aurez compris, sur les actions, on reste favorable. On a finalement un très faible risque de récession. Ça avait beaucoup inquiété les marchés en début d'année, notamment avec certains risques qui ciblaient les États-Unis, mais on voit bien qu'il n'y a aucun risque de récession aux États-Unis aujourd'hui. La baisse de l'inflation, on l'a dit, favorable pour les consommateurs, favorable également pour les entreprises qui vont pouvoir finalement acheter leurs besoins dans des bonnes conditions, et le soutien des banques centrales avec ces baisses de taux qui baissent le taux de refinancement, et ça pour les entreprises c'est très favorable également puisqu'elles vont pouvoir relancer leurs investissements à des coûts moindres, et ça c'est vraiment notamment pour les actions cycliques vraiment un environnement qui reste tout à fait attractif. Sur les taux souverains, on est plutôt prudent parce qu'aujourd'hui, les attentes du marché en termes de baisse de taux sont selon nous trop fortes. C'est-à-dire que le marché s'attend à ce que les banques centrales, notamment américaines et européennes, baissent de façon marquée leurs taux et de façon rapide. Nous, on pense que le marché se trompe là-dessus parce que ça, en fait, d'agir vite et fort, ça voudrait dire qu'on est dans un environnement récessif. Compliqué. Exactement. Et on vous l'a montré, c'est pas du tout le cas. Donc il va falloir qu'il y ait un ajustement, et ça pourrait mettre un petit peu de volatilité dans les taux souverains, peut-être les faire remonter, ce qui serait d'ailleurs une bonne opportunité. Ça me permet de passer sur la partie crédit, selon pourquoi on reste très positif sur la partie obligataire. On a des rendements qui sont toujours très attractifs aujourd'hui, et il faut vraiment en profiter parce qu'avec la baisse des taux, forcément, on a des rendements qui vont diminuer. Donc ça, ouais, c'est pour ça que c'est en gras et qu'il faut y aller assez vite. C'est d'ailleurs ce qu'on vous avait aussi dit en début d'année, quand les assureurs, pour profiter de ces taux qui étaient encore un petit peu plus attractifs, avaient mis en place des systèmes de bonus. Certains existent toujours. Il est probable que ces mécanismes de bonus disparaissent sur la fin d'année, en tout cas l'année prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y en a encore, c'est le cas chez nous, à en profiter parce que la fête est peut-être bientôt finie sur les taux d'intérêt. Alors aujourd'hui, on a des rendements sur des fonds datés ou sur des fonds obligataires qui embarquent du rendement aux alentours de 5% en brut, ce qui est quand même vraiment attractif. Alors on va y venir un petit peu plus tard. On était plus haut, mais c'est vraiment important de se dire qu'il y a des rendements attractifs et il faut être investi sur le marché obligataire. Donc maintenant, à quoi vas-tu faire attention et que conseilles-tu à tous nos auditeurs? Que doivent-ils surveiller sur le 4e trimestre? Est-ce que c'est un trimestre de tous les dangers? Alors, on l'a vu, il y a quand même des forces de rappel qui sont très, très fortes avec la baisse des taux, mais le rythme, on a parlé juste avant, ça va être quelque chose à surveiller. Je vous l'ai dit, il y a des attentes qui sont sans doute un petit peu trop fortes sur ce rythme de baisse des taux, donc attention à d'éventuelles déceptions là-dessus. Surveiller également s'il n'y a pas de résurgence de l'inflation qui pourrait mettre à mal le rythme de baisse des taux. Donc ça, c'est quand même un élément central à surveiller. Est-ce qu'on a baissé très fort, très vite, et ça pourrait peut-être revenir, c'est ça que tu nous dis?
Oui, ou alors de se dire, bah, finalement, on va faire attention et on avait décidé de baisser pour les 3 ou 4 prochaines réunions et en fait, on va maintenir ça comme ça. Ok. Voilà, donc ça pourra avoir un impact quand même en termes de volatilité, de performance. Publication de résultats? Oui, alors là, on va commencer. Ça commence aux États-Unis et en Europe. Donc ça, il faudra voir effectivement le discours des entreprises, quelle visibilité ils ont pour la fin de l'année, même si bon, on s'en rapproche, mais en tout cas pour 2025. Et surtout, important, la tenue des marges. Alors on a vu que l'inflation va jouer favorablement sur les marges des entreprises. On va voir de quelle mesure, sachant qu'il y a eu déjà pas mal de profit warning, ou en tout cas d'alertes sur résultats, notamment sur des secteurs cycliques comme le secteur automobile. Ensuite, la géopolitique, évidemment, hein, mais ça, on ne maîtrise pas, mais ça a forcément un impact sur les matières premières et notamment sur le pétrole. La Chine, pourquoi la Chine? Alors oui, effectivement, la Chine a fait un pas en avant avec ce plan de relance, mais Est-ce que c'est un grand bond en avant? On ne sait pas. c'est déjà, il y a déjà un pied dans la porte, mais ça ne résout, c'est sûr, pas tous les problèmes structurels de la Chine. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les résultats seront finalement très peu visibles à très court terme, et donc parce que ça va mettre certainement un petit peu Donc ça peut laisser de un temps. peu d'inquiétude dans la tête des investisseurs. Voilà, et donc ça pourrait aussi avoir un peu de volatilité, vu le très, très fort rebond du marché chinois, comme on l'a dit juste avant. Bah, s'il y a un peu de déception, peut-être qu'on pourrait avoir un effet un peu négatif sur la performance des actifs. Et enfin, la d'actifs France, chinois. c'est surprenant. Oui, c'est surprenant, mais il y a quand même des problèmes structurels en France, on l'a dit, sur l'aspect politique et déficit qui sont évidemment importants à surveiller parce que ça pourra avoir des conséquences sur les marchés d'actions françaises ou obligataires en France. Merci Xavier pour ces 5 points de vigilance que tu vas avoir en ligne de mire pour ce 4e trimestre et que vous, auditeurs, vous pouvez aussi évidemment retrouver en interligne ou en interstice dans les différentes presses spécialisées ou sites boursiers spécialisés. Voilà, ce qui nous emmène à faire un petit focus sur les performances de la gestion pilotée, voilà, avec des profils défensifs qui, en intégrant un reliquat de performance de fonds en euros devrait dépasser les 3% cette année. Voilà, donc bien au-dessus du niveau d'inflation moyen. Des mandats équilibrés en ligne aux alentours de 5% net. Et puis des mandats dynamiques et agressifs qui sont là aussi en ligne avec les 7 à 8% qu'on peut attendre sur des croissances long terme sur les marchés actions. Donc bah, écoute, bravo Xavier pour ces performances. Et d'ailleurs, la performance long terme des actions est plutôt aux alentours de 5% de rendement par an. Donc, c'est là où on retrouve l'intérêt d'être sur des profils dynamiques et agressifs. Et encore une fois, pour nous, vraiment l'essentiel, c'est d'avoir une très bonne diversification au sein de nos allocations pour pouvoir aller chercher de la performance dans toutes les possibilités que l'on a. Et on a vu que cette année, les actifs risqués, aussi bien obligataires qu'actions, nous aidaient. Et c'est important d'être diversifié pour diversifier sa performance, diversifier son risque et diversifier son rendement. Eh bien, c'est parfait. Merci Xavier. Quelques questions nous ont été posées. On peut peut-être d'abord répondre à la première question. Alors, je l'ai dit, mais effectivement, la hausse devrait se poursuivre pour cette fin d'année et pour l'année 2025. Oui, donc un grand vert côté OTA Capital sur les actifs actions. Et obligataires. Et obligataires, ouais, donc du vert intégral. Des questions, donc voilà, certaines questions nous ont été posées par les auditeurs. On va essayer d'y répondre avec le plus de précision possible. Quelles sont les perspectives sur le marché automobile et peut-être de manière indirecte si on souhaite acheter des actions dans son PEA, dans son compte titre ou dans son contrat d'assurance vie? Est-ce que c'est le moment de se repositionner sur le secteur automobile qui souffre quand même énormément en ce moment? Oui, et on l'a vu effectivement, tous les constructeurs automobiles européens ont averti sur leurs résultats ces dernières semaines, tout à l'exception de Renault et de Ferrari. Ce qu'on constate, c'est sur les dernières données que l'on a sur le mois d'août en Union européenne, c'est qu'on a une baisse des immatriculations de 18% au mois d'août par rapport au mois d'août de l'année dernière. Ouais, donc c'est assez massif. C'est assez massif.
Et ce qu'on constate également, c'est que sur la partie vente électrique, on est à moins 44% par rapport au mois d'août de 2023. Donc, il y a des chiffres, il faut prendre un peu de recul par rapport à ces chiffres. Pourquoi ? C'est que déjà, il faut faire attention aux effets de base. Le mois d'août 2023 avait été un mois d'août qui avait été très fort. En Allemagne, c'était plus 170% de ventes de véhicules électriques. Alors, en Allemagne, pour le mois d'août de cette année, c'est en baisse de 69%, mais vous voyez que les mouvements peuvent être quand même très, très importants. Et si on prend un peu plus de recul, et depuis le début de l'année, en cumulé, finalement, les ventes de véhicules électriques en Europe sont en baisse de moins 8%. Donc vous voyez, on est loin de ces chiffres de moins 44%. Qui affolent un peu et qui quand même affolé les investisseurs. Bien sûr. Et puis la tendance est quand même négative. Pourquoi ? C'est que finalement le secteur automobile fait face à vraiment des problèmes structurels. Il y a déjà un problème d'exécution. On a des problèmes de production, on a des problèmes de qualité, on a des problèmes de sécurité, avec notamment tous les rappels dont on a entendu parler sur la partie airbag, des problèmes de gestion de stock. Ensuite, on a des problèmes de législation, puisque la Commission européenne impose des baisses massives d'émissions de CO2 par kilomètre parcouru pour tous les constructeurs automobiles. Donc là, le prochain objectif, c'est 81 grammes par kilomètre parcouru en 2025. La moyenne aujourd'hui des constructeurs européens est aux alentours de 95. Ils ont fait un gros travail, mais ils doivent encore, évidemment, travailler là-dessus pour atteindre ces objectifs, parce que sinon, ils risquent une amende très importante. C'est juste, je vous donne le calcul, c'est 95 € par gramme supplémentaire au-dessus de cette limite, multiplié par le nombre de voitures vendues par an. Donc, à l'échelle des grands constructeurs mass market comme Volkswagen, etc., ça peut être très important. Ça fait cher le gramme, effectivement. Les dernières données mettent à risque entre 7,5 et 10 milliards d'euros d'amende que pourraient subir les acteurs européens. Donc, c'est évidemment significatif. Et bien sûr, l'autre partie réglementaire, c'est sur la fin de la vente des véhicules thermiques en 2035, sur laquelle la Commission européenne n'a pas voulu revenir. Donc là, c'est vraiment des problèmes importants. Il y a aussi des problèmes de concurrence, avec notamment sur la voiture électrique, Tesla ou tous les acteurs chinois qui ont aujourd'hui une offre très compétitive, et tant en termes d'efficacité qu'en termes de prix. Alors, la Commission européenne a voulu imposer des taxes sur ces voitures importées, mais il y a une concurrence qui est assez féroce sur le véhicule électrique, et ces problèmes de demande, on l'a vu avec ces dernières perspectives. À côté de cela, on a des valorisations aujourd'hui atteintes par les constructeurs automobiles qui sont ridicules. Stellantis paye 3 fois les résultats, même si ça doit être révisé en baisse, c'est quand même très... pour certaines, ils ont des trésors de guerre en termes de trésorerie quand même assez pour assez faire face à confortables. ces délais et à ces réajustements. Plus de 40 milliards de trésorerie disponibles chez Stellantis. Mais l'environnement est quand même à court moyen terme assez compliqué pour le secteur automobile. Deuxième question, y a-t-il un risque sur la dette française ? Ça, c'est important, puisque une grande partie de nos épargnants détient des fonds en euros qui sont eux-mêmes investis sur cette dette française. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un dérapage dramatique en termes de déficit public en France. Le déficit public était à 5,5% en 2023. Le gouvernement l'avait estimé à 5,1% pour cette année. Mais c'est malheureusement une estimation qui va être largement dépassée, puisqu'on va sans doute avoir un déficit public en 2024 supérieur à 6%. Donc, il est clairement urgent d'agir. Et d'ailleurs, le marché, aussi bien sur les actions que sur le marché de la dette française, a évidemment souligné ces enjeux quand même très importants de reprise en main des finances publiques, et c'est pour ça que ça pèse sur le taux français. Donc on a vu effectivement dans les journaux que la France se finançait plus cher que la Grèce et le Portugal. Alors c'est vrai sur les échéances 5 ans, c'est pas vrai à 3 ans et c'est pas vrai à 10 ans. Donc à court terme et à long terme, c'est pas vrai, puisque la France continue à se financer moins cher que la Grèce et le Portugal. Il ne faut pas regarder un seul bout de la lorgnette. Pas du tout, ça c'est toujours facile de le mettre. Et puis il y a des éléments techniques aussi pour expliquer cela. Déjà le marché de la dette grecque et le marché de la dette portugaise sont 10 fois plus petits que le marché
la dette française. Et en plus, ces deux marchés sont des marchés quasiment illiquides, puisque 70% de la dette grecque et portugaise est détenue par la Banque Centrale Européenne. Ouais, donc on a des concurrents qui sont un petit peu Exactement. dopés aux hormones par rapport à Oui. un marché français qui est plutôt proche d'un marché très liquide. Très liquide, puisque le marché français, après le marché allemand, est le deuxième plus gros marché de la dette, aussi bien corporate que gouvernementale, qui représente à peu près 30%. Voilà. Et puis le dernier élément, c'est que la Banque Centrale Européenne est en train de réduire son bilan, donc elle est en train de vendre des actifs, et puis sur les actions qui sont arrivées, les obligations qui sont arrivées à échéance, elle ne va pas les racheter. Donc, on devrait peut-être voir ces dettes grecques et portugaises se renchérir un petit peu par rapport à nous. Voilà. Et puis on n'a plus d'acheteurs naturels de la dette française. Donc aujourd'hui, pour pouvoir, je dirais, convaincre des investisseurs d'acheter de la dette française, le taux est obligé de remonter. Et je pense que l'élément indispensable pour regarder finalement le risque sur la dette française, c'est le spread, c'est à savoir la différence entre le taux 10 ans français et le taux 10 ans allemand, qui était en moyenne aux alentours de 35 points de base, qui est aujourd'hui à 80. Nous, on pense que 80, c'est pas encore assez compte tenu de l'environnement actuel et que cela pourrait monter aux alentours de 200. Donc un peu de prudence sur la les dette dettes souveraines, ce que tu nous disais en début de webinaire. Maintenant, ça ne remet pas du tout à risque, bien sûr, le fonds en euros dans lequel vous pouvez être investi. Les élections américaines, voilà, avec ce duel Trump-Kamala Harris, globalement, quelle est un peu votre vision chez OTA sur les élections américaines et son impact éventuel au mois de novembre? Alors, peut-être deux commentaires. Le premier, c'est que du côté des entreprises américaines, il y a sans doute un peu d'attentisme en attendant le résultat de ces élections américaines. Donc, les entreprises américaines attendent pour lancer des plans de recrutement, attendent pour lancer des plans d'investissement en attendant de connaître le résultat. Ça, c'est le premier point. Il y a sans doute également de la part des investisseurs américains peut-être un peu d'attentisme. Et je pense que les performances du Nasdaq sur le trimestre peuvent aussi s'expliquer par des prises de profit en disant on a tellement gagné cette année qu'on va peut-être attendre le résultat des élections américaines. Et nous, de notre côté, on estime que ces élections américaines seront de toute façon, l'issue sera de toute façon favorable pour le marché américain par la force de rappel de l'intervention de la Banque centrale américaine, qui reste un événement de soutien important pour les marchés. Même si Donald Trump n'est pas un adorateur particulier du... C'est vrai, mais on aura de toute façon une dynamique économique américaine qui va rester forte, qui va continuer à supporter les entreprises américaines. Et puis de toute façon, va être le marché américain qui va être le grand gagnant, puisque sur un programme ou l'autre, on a cette concentration sur le marché américain avec du protectionnisme, avec ce qu'on appelle le re-onshoring, c'est-à-dire cette volonté de rapatrier des capacités de production et de technologie au sein du marché américain. Et ça se traduit notamment par des plans de relance sur lesquels ni Harris ni Trump ne remettront en question et qui sont des plans d'investissement qui sont significatifs et qui sont un soutien encore important. Donc pour nous, il faut être sur le marché américain, ça reste le marché de référence, ça reste la monnaie de référence, ça reste la dette de référence. Et le poids de l'économie américaine dans le commerce mondial continue de s'accroître significativement. Donc il faut être investi sur ce secteur-là. Et je ne suis pas sûr que le résultat de l'élection américaine ait un impact important, ou en tout cas sur les tendances de fonds. Ouais. Les fonds obligataires datés, on a pas mal parlé de rendement obligataire. Sont-ils toujours une solution? Et que faut-il faire? C'est bien sûr une solution et une bonne solution. Aujourd'hui, c'est vrai que les fonds obligataires datés permettent finalement de s'assurer un rendement à une échéance plus ou moins lointaine. Et comme on le disait tout à l'heure, le marché obligataire aujourd'hui propose des rendements
tout à fait attractif, aux alentours de 5% de rendement brut, et de favoriser le portage. Finalement, vous ne subissez aucune volatilité par rapport à une variation des taux. Et vous rentrez aujourd'hui sur des niveaux de 5% et vous savez que jusqu'à l'échéance, vous allez pouvoir toucher ça chaque année. Donc là, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit peu de pub pour un des fonds que vous gérez chez OTA Capital qui s'appelle Alto Sélection. Donc c'est en fait un fonds de fonds daté, c'est-à-dire globalement c'est un produit un petit peu clé en main pour les investisseurs qui rentrent sur la sélection des produits qui vous semblent les plus adaptés. Est-ce que tu peux peut-être commenter un petit peu ce graphique avec les droites et la courbe bleu ciel? Oui, alors c'est un produit qui est original puisque c'est un fonds de fonds obligataire. On aurait pu vous présenter un fonds daté directement, mais ce véhicule permet finalement de rouler les échéances que l'on a, puisque on a plus de 50% du fonds qui est effectivement investi sur des fonds à échéance, mais à échéance 2028, 2029, 2030. Et ce qui permet finalement de pouvoir embarquer et de pouvoir gérer le rendement tout au long de ce fonds. Et ça permet également de pouvoir diversifier au maximum le risque embarqué du portefeuille, puisque aujourd'hui, on est investi sur un peu plus de 15 supports, donc 15 fonds, et ça permet de bien diversifier le risque spécifique que l'on pourrait embarquer. Et donc, quelle est l'espérance de gain qu'un client peut attendre sur un produit de ce type-là, sur une détention, en l'achetant aujourd'hui, sur une durée de détention à 4-5 ans? Le yield to maturity, aujourd'hui, le rendement jusqu'à l'échéance du fonds est à un peu plus de 6%. Brut. Hein, donc on peut espérer exactement. Plus de 4% net par an. Entre 4,5 et 5%. Et l'avantage, finalement... Net de tout frais. Net de tout frais. Et l'avantage d'avoir un fonds de fonds, c'est qu'on peut saisir les opportunités que l'on a un peu partout dans le monde, puisque c'est une exposition globale. Et quand on a une remontée, par exemple, des taux qui pourraient peut-être arriver, on peut profiter pour aller se repondérer sur des actifs qui présentent des rendements temporairement sympathiques. Exactement. C'est parfait. Que penser de la valorisation actuelle des small et mid cap? On en parle beaucoup. Ça va faire peut-être plus d'1 an qu'on vous dit que c'est des actifs qui peuvent être intéressants. Pour l'instant, il n'y a plus de baisse, mais il n'y a pas vraiment de hausse. Quel est ton point de vue? Alors, ça a un petit peu surperformé depuis quelques semaines. On voit un retour des flux avec des encours sur les fonds de petite et moyenne capitalisation, en tout cas en Europe, qui commencent à repartir à la hausse. Donc ça, c'est un élément qui est favorable. Ensuite, pour répondre à la question sur la valorisation actuelle des small and mid cap, les deux graphes qu'on vous a mis répondent assez bien à cette question. C'est que aujourd'hui, en price earning, on est par rapport au large cap avec une décote de 5%, alors que historiquement, depuis les années 2000-2005, le segment se payait avec une prime par rapport aux grandes capitalisations. Donc une prime, on en décote aujourd'hui, c'était une prime de 18% et on en décote de 5% aujourd'hui. Donc ça montre bien vraiment la divergence de valorisation que l'on a sur les petites et moyennes capitalisations. Et est-ce que les petites valeurs profiteront plus de la baisse des taux que les grosses? Alors, sur le papier, c'est très favorable. C'est un segment qui avait, finalement, on l'observe aussi sur les graphes, qui avait beaucoup pâti de la très forte remontée des taux que l'on avait eu. Donc un environnement de baisse des taux, c'est favorable pour les petites et moyennes capitalisations. C'est souvent des entreprises qui sont plus cycliques. Donc finalement, une baisse des taux, une baisse du coût de l'argent, c'est favorable pour un ménage au fond. Ouais, c'est exactement la même idée. Donc du cycle, de la baisse des taux, des valorisations qui sont attractives, et le plus important, c'est la liquidité, et on voit que les flux commencent à revenir, et donc faut croiser les doigts, mais là, si ça marche pas ce coup-là, je ne sais pas quand est-ce que ça marchera. Quels autres actifs conseillez-vous pour diversifier un portefeuille et limiter l'impact d'une baisse des marchés financiers, CPI, fonds datés, private equity? Je vais m'attribuer cette question. Je peux te la poser alors.
Globalement, si vous êtes en gestion pilotée, vous pouvez, dans la majorité de vos contrats, aller en diversification, aller acheter des supports de diversification. Donc sur les supports de type SCPI, on a évidemment aujourd'hui des grosses distorsions entre certains supports qui souffrent énormément, qui enregistrent des baisses de valorisation qui sont parfois très élevées. Sur cela, n'hésitez pas à appeler nos équipes pour avoir des informations. D'autres qui vont profiter pleinement parce que ce sont des véhicules beaucoup plus récents et qui sont dans un cycle d'achat qui est extrêmement favorable. Voilà, je pense à Remake par exemple, voilà, et d'autres SCPI de ce type qu'on est en train d'essayer d'inclure dans nos contrats. Les fonds datés à échéance, on en a parlé un petit peu. Le private equity, oui, il y a des fonds de non cotés qui sont accessibles dans nos contrats sur des montants qui sont extrêmement faciles, à compter d'à peu près 1 000 euros par part. Voilà, et on va en intégrer d'ici la fin de l'année de nouveau sur des stratégies qui nous semblent assez pertinentes. Et puis évidemment, on vous en parle très souvent, les produits structurés de notre gamme, d'une gamme garantie en capital, la gamme Impulsion, une gamme non garantie en capital qui est la gamme Exigence. Voilà, donc là, ce sont des produits qui nécessitent un tout petit peu de lecture pour les clients qui ne sont pas utilisateurs. Voilà, vous avez sur chacun de ces produits des brochures commerciales qui vous expliquent assez simplement les mécanismes de fonctionnement. La philosophie, c'est de s'intégrer entre un produit obligataire et un produit action avec une visibilité sur un rendement cible, avec des mécanismes de protection du capital qui sont partiels ou totales. Sur la gamme Impulsion, on est sur des protections totales du capital. Donc, à moins que le fabricant du produit fasse faillite, c'est-à-dire la banque émettrice, vous aurez une garantie de capital à maturité. Et sur cet objectif, on a un objectif de gain qui est de 6,10 par an, avec des mécanismes de remboursement trimestriels. Voilà. Donc, une garantie d'un côté, un rendement facial de l'autre. Et puis, sur la gamme Exigence, on a un objectif de rendement, c'est son cousin germain, qui sont plus élevés. Voilà, un objectif de 10% brut par an dans un scénario de marché stable ou haussier, et une garantie partielle du capital, puisque le capital sera garanti jusqu'à 50% de baisse à maturité, et un rendement qui sera garanti jusqu'à une baisse de 20%. Voilà, donc ça, c'est des produits, on va dire, de gestion passive, indicielle, qui permettent d'avoir une visibilité sur le rendement que vous pouvez obtenir d'un côté et le risque en capital de l'autre. Donc sur tous ces supports, si vous êtes très familier, c'est très simple pour vous, et on a quand même pas mal de clients qui s'y mettent. Et puis surtout ceux qui ne connaissent pas ces produits, n'hésitez pas à appeler nos équipes qui pourront évidemment vous renseigner. Voilà, écoute, merci Xavier pour ce petit panorama. On espère que tes vues sur les marchés actions et les marchés obligataires vont se vérifier pour le grand bonheur des performances des contrats de nos clients épargnants. Voilà, et on te donne rendez-vous le prochain trimestre. À bientôt. Merci Yves. Merci à tous. Merci à tous.